Bonsoir très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le porte-parole du chef de l'État, le professeur Mwema Yamba Yamba, avec qui nous avons échangé sur l'actualité du président de la République. Et ce soir, nous revenons avec un sérieux problème, un grand problème de santé publique, la Covid-19, parce qu'elle a des implications énormes sur l'économie, sur le social, dans diverses structures de notre pays, et même le gouvernement le reconnaît que la Covid-19 frappe de plein fouet notre économie, et c'est la raison pour laquelle nous avons cette situation de léthargie. Et pour parler et comprendre c'est quoi la Covid-19 et pourquoi nous en sommes là, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC. Professeur, docteur Michel, nous vous saluons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Surtout que vous enseignez beaucoup, c'est la raison pour laquelle nous pouvons même vous appeler professeur. Merci beaucoup. Non, je pense que c'est encore un autre métier que j'aime. Oui, oui. Celui d'enseigner, parce qu'en enseignant, justement, on perpétue la connaissance. Et cette fois-ci, vous allez aussi enseigner à travers le magazine Deadline. C'est à partir de la découverte de votre ouvrage que vous venez de présenter au public, les 100 questions et réponses pour comprendre la Covid-19. Nous aimerions la comprendre. C'est vrai que les moyens ont été mis pour comprendre cette maladie, mais souvent, le public ne l'a pas si bien compris. Et vous êtes médecin vous-même, vous êtes membre de l'équipe de riposte, et vous enseignez aussi. C'est la raison pour laquelle nous allons échanger sur les grandes questions concernant la Covid-19. Docteur Michel, pourquoi d'abord avoir proposé cet ouvrage au public? Quelle était la démarche? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que les motivations qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage, pour votre information, qui a été traduit dans les 4 langues nationales, savoir le Chiluba, le Kikongo, le Lingala, le Swahili, en fait, reposaient sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que je voulais donner à la population des informations potables, suffisante et réelle sur cette pandémie. Donc je l'ai mentionné lors de plusieurs émissions que pour mieux combattre une maladie, il faut la connaître. Donc pour moi, c'était important d'engager la population dans la lutte contre la Covid-19 en donnant à cette population, permettez-moi la tautologie, des informations nécessaires sur la dynamique du virus. C'était ça la première motivation. Le deuxième pilier, vous le savez bien, il n'y a pas eu de modèle standard, il n'y a pas eu un modèle universel de mécanisme de lutte. Chaque pays, selon son contexte, son histoire, son système de santé, a placé des structures de lutte, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau stratégique ou même au niveau opérationnel. Et donc pour moi, il était quand même important que les gens comprennent quelle était l'ossature des structures mises en place en RDC pour lutter contre la propagation du coronavirus. Lorsque je parle de l'ossature de la riposte, c'est aller jusqu'à comprendre les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. La troisième motivation, ou le troisième pilier, c'est qu'en fait, nous venons quand même d'une très grande expérience. Autant nous avons eu des choses qui ont marché, autant il y a aussi beaucoup de leçons apprises. Donc pour moi, cet ouvrage donne l'opportunité d'apprendre. Et je l'ai mentionné lors du vernissage du livre qui a été dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qu'en fait, le souci que j'avais, c'est d'avoir vraiment un système apprenant. En fait, un système apprenant, c'est que vous vous mettez perpétuellement dans un modèle où vous apprenez de ce que vous faites, pas seulement de vous-même, mais aussi vous voyez ce que les autres ont fait. Et c'est comme ça que l'expérience vécue en tant que médecin de santé publique, en tant que membre de l'équipe de riposte, en tout cas, m'a poussé à ce que je dise quelque chose à la population et que j'invite cette population à bâtir sur les connaissances pratiques et surtout sur ce que nous avons pu faire en rapport avec la lutte contre la propagation de la Covid-19 en RDC. Vous nous prenez de court, vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous recevons pour vous Dr Michel Mouvoudi, qui est spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC. Nous avons son ouvrage en main, 100 questions-réponses pour comprendre la Covid-19.
Comme le docteur vient de le dire, de le mentionner, il faut d'abord comprendre la maladie, la connaître, et ça vous permet de savoir comment il faut lutter. Une petite question, à qui est destiné ou qui sont les lecteurs de cet ouvrage? Alors, les médecins, une très les bonne question. spécialistes. Non, en fait, la particularité de cet ouvrage, monsieur le journaliste, c'est qu'en fait, il est écrit en des termes très simples. J'ai voulu, justement, en écrivant le livre, utiliser les termes qui puissent être compris par n'importe qui. Parce que quand on veut lutter contre une maladie, je crois que la lutte ne doit pas cibler certaines catégories. Il faudra faire en sorte que tout le monde y participe. Et ici, je vois la population principalement. Lorsque je passais sur vos antennes en rapport avec cette pandémie, j'insistais beaucoup sur la communauté, l'implication de la communauté qui reste le socle de la réussite contre la pandémie à la Covid-19. Donc pour moi, c'est un livre écrit pour justement faire en sorte que quiconque qui va le lire puisse comprendre ce qu'on est en train de dire dedans. Deuxièmement, je l'ai traduit en 4 langues nationales. Comprenez, parce que je me dis, la frange des personnes qui connaissent le français est trop petite. Mais si on veut justement un engagement plus large, il faudra justement faire en sorte que les personnes qui ne sont pas dans les villes, qui sont au fin fond du pays, mais qui connaissent les autres langues en dehors du français, soient aussi informées, éduquées et sensibilisées. Et donc, sur ces 2 moteurs, l'idée justement, c'est de dire aujourd'hui que vous avez là un outil qui peut toucher tous les coins du pays. Alors, je sais que on me disait il n'y a pas longtemps que les Congolais n'ont pas la culture du livre. Voilà. Voilà, on disait dans si la vous voulez question cacher... pourquoi, à qui était destiné le livre? Exactement, donc je reviens à ça parce que j'ai vu l'esprit de la question. Quelqu'un me disait, voilà, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez ça par écrit. Donc c'est comme ça que je suis en train de mener une série d'actions pour justement sensibiliser certains leaders d'opinion et utiliser les médias notamment, voir comment par exemple les églises, voir comment les institutions de formation peuvent l'utiliser comme outil pédagogique, n'est-ce pas? Voir comment certains leaders d'opinion peuvent être informés sur cet ouvrage, parce que quelque part, c'est des gens qui ont l'oreille de la population. Je me dis par exemple que si cet ouvrage est utilisé par les pasteurs, si cet ouvrage est utilisé par les acteurs politiques, si cet ouvrage est utilisé par les chefs d'entité au niveau territorial ou ailleurs, je crois que ces gens ayant l'oreille de la population peuvent apporter la bonne information. N'oubliez pas qu'au début, même quand la pandémie a commencé, la désinformation qu'on a eue n'a pas été que question de la population, mais ça a été aussi question de certains leaders d'opinion qui déjà, en amont, ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Et on a assisté comme ça à des résistances liées tout simplement à un jet d'une information qui n'était pas correcte. Donc le travail est à faire à ce niveau-là. C'est comme ça que j'inviterai justement toutes ces personnes qui ont des groupes, toutes ces personnes qui dirigent des franges de population, toutes ces personnes qui ont l'oreille de la communauté, de pouvoir bien lire ce livre comme ça. Elles peuvent arriver à donner la bonne information. D'où puisez-vous ces questions dans votre ouvrage? Quelle est la base de données que vous avez utilisée? Alors, ma base de données, en fait, est liée à mes interviews. Vous savez que lorsque la pandémie a commencé en RDC au mois de mars, personnellement, en tant que médecin, j'avais d'abord des malades que je soignais. Donc, il y a des gens qui m'ont contacté parce que affectés par la maladie. Donc, ces personnes, tout à fait normales, qu'elles me posent des questions. Docteur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce n'est pas grave? Comment je protège ma famille? C'est déjà une bonne catégorie de personnes qui m'ont permis de comprendre les questions qui se posaient à travers cette pandémie-là. D'accord? Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, en fait, en tant que médecin de santé publique, j'avais ce devoir d'informer ma communauté. Donc, je me suis livré à plusieurs questions à travers les médias, à travers les radios, à travers la télévision, pour expliquer à la population ce qu'il fallait faire. Nous étions dans une dynamique d'apprentissage, et donc c'était important, justement, d'écouter ce que la population avait comme préoccupation. Mais à la fin, je me suis rendu compte que la constellation de toutes ces questions, si vous voulez bien, la résultante de toutes ces préoccupations que je recevais pouvait être résumée. Et justement, il y avait des questions qui revenaient de plus en plus
Alors, j'ai pu travailler avec mon équipe pour voir comment tirer les questions les plus récurrentes, les questions qui revenaient de plus. Et c'est comme ça, justement, j'ai eu à écrire ce livre en résumant autour de 100. Je n'ai pas eu 100 questions, j'en ai eu plus que 100, mais en fait, j'ai su rester sur, si vous voulez bien, les grands pivots, des questions qui sont revenues le plus souvent dans la population. Et je pense qu'en y répondant, on arrive justement à engager encore de manière profonde la population dans la lutte contre la Covid-19. Vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous recevons Dr Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC. Il y a son ouvrage qui a paru ici au grand public, 100 questions-réponses pour comprendre la Covid-19, ouvrage préfacé par le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe. Une question directe. Que représente le docteur professeur Mouyembe pour vous? Alors, il y a déjà une question dans le livre où quelqu'un m'avait posé qui est le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Je serais content de vous inviter de lire la réponse. En fait, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, pour nous, c'est une chance. Monsieur le journaliste, j'ai connu le professeur il y a des années, il y a plus de 10 ans, déjà à l'époque lorsqu'on parlait des épidémies Ebola. Donc à l'époque, je travaillais sur une épidémie à Moueka dans le Kasaï central, l'actuel Kasaï central. Donc à l'époque, c'était le Kasaï occidental. Et c'est quelqu'un qui est pour nous un mentor, qui est un coach, et quelqu'un justement qui est aujourd'hui devenu une icône, une référence mondiale en matière de lutte contre les maladies, d'une manière globale. Et je pense que vous le savez, il a une reconnaissance internationale et il n'a plus rien à prouver parce que tout simplement, il a fait des preuves sur plusieurs fronts et depuis en beaucoup en 1976 jusqu'à ce jour. Et avoir une telle personne en RDC, c'est vraiment une chance. Comme je l'ai dit, c'est une grâce. Et pour nous, c'est quelqu'un auprès de qui nous allons puiser de l'information, nous allons puiser de la sagesse. Et je peux vous avouer que la plupart des réponses, la plupart des éléments que je développe dans ce livre, en fait, j'ai les tirés de lui. Chaque fois que j'avais une question, chaque fois que je voulais comprendre un angle, je voulais comprendre une tournure par rapport aux questions que la population se posait, je ne manquais pas d'aller me ressourcer chez lui. Donc aujourd'hui, en RDC, je l'affirme, le professeur Jean-Jacques Mouyembe reste pour nous un modèle, un référentiel qu'il faudra capitaliser et qu'il faudra justement reconnaître parce que ce qu'il a fait, non seulement il l'a fait pour la population, mais il continue à apprendre à nous les jeunes comment nous pouvons justement pérenniser ces acquis. Docteur, nous sommes très ravis de vous recevoir. La planète a un ennemi commun qui est la Covid-19 et chacun se bat de sa manière pour pouvoir éradiquer. Parce que les challenges de gouvernabilité ont été remis en cause. Différents projets que le gouvernement devait mettre en œuvre, ils n'ont pas pu le mettre en œuvre parce que la Covid-19 mobilise des ressources, des moyens et les conséquences qui se répercutent sur l'économie, sur le système financier, sur les investissements. C'est la raison pour laquelle nous allons descendre dans les eaux profondes pour essayer de comprendre cette épidémie. En tant que médecin, est-ce la première fois de vivre une telle crise? Et si oui, nous l'avons déjà vécu, pourquoi les exemples du passé ne nous ont pas permis d'être prévenants afin d'éviter, parce qu'on dit, vaut mieux prévenir que guérir? Alors, très bonne question que je vais aborder sur 4 angles. D'accord? Le premier angle, c'est que d'abord, on a eu des épidémies, on a eu des pandémies. On parle par exemple de la grippe espagnole de 1918, qui avait fait des millions de morts, ainsi de suite. Et c'est lorsque la pandémie à la Covid-19 est arrivée qu'on nous a dit, mais écoutez, déjà en 1918, vous aviez cette grippe espagnole qui avait créé le confinement. Mais malheureusement, encore une fois de plus, les questions qui se posent quand vous regardez cette époque-là et aujourd'hui, est-ce qu'avons-nous tiré toutes les leçons possibles pour pouvoir dire, ah, voilà aujourd'hui ce qui arrive et voilà comment on peut s'y prendre. Ça, c'est la première situation. OK? La deuxième situation, dans le premier point, je reste dans le premier point, c'est en fait que
déjà en RDC, nous, on a connu des épidémies assez mortelles. On est déjà à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola. Et chaque fois qu'on a ces genres d'épidémies, il y a toujours des particularités. L'épidémie, par exemple, de l'Est de la RDC est tout à fait différente de l'épidémie, par exemple, qu'on a connue à Djera, dans la Tchapa. Donc, chaque milieu nous apporte des données ou nous apporte des expériences tout à fait idoines. Donc, vous n'avez pas du copier-coller. Parfois, même les mécanismes de lutte changent. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément que je voulais mentionner ici, c'est qu'en fait, si vous regardez à travers le monde, on s'y attendait le moins. Je crois que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de pays avouent que c'est une situation qui était inattendue. Presque la plupart des pays n'étaient pas correctement préparés, parce que c'était tout à fait nouveau de voir ce type de coronavirus avec une telle virulence, d'accord ? En décembre 2019, lorsque la pandémie a commencé en Chine, bon, c'était une question de la Chine. Mais après, on a vu que la situation a très vite évolué, à telle enseigne qu'il y a eu quand même, au-delà des conséquences que vous mentionnez, déjà la première conséquence, c'était la frappe sur le capital humain. On a perdu des vies humaines. Lorsque vous perdez des hommes, vous perdez la main-d'œuvre, et ça, c'est très dangereux. Vous comprenez ça? Mais pourquoi ça a pris tout ce temps? Parce qu'il y avait la Chine déjà. Exactement. On a des éminences scientifiques à travers le monde, les épidémiologistes. Nous avons Dr Michel en RDC. Exactement. Mais pourquoi on ne pouvait pas se dire que non, avec cette tendance, voici la stratégie qu'on devait adopter? Exactement. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est qu'on savait que la pandémie, la maladie avançait. En RDC, il faut quand même avouer que quand bien même nous n'avons pas été totalement efficaces, on a pris quand même déjà des mesures préventives. Le chef de l'État avait pris la décision déjà de mettre en quarantaine le pays. On avait pris la décision de boucler Kinshasa pour éviter que les provinces ne soient infectées de manière massive. Même si aujourd'hui, on parle des provinces qui sont touchées, mais on parle de 2 cas, de 1 cas, on a quand même diminué drastiquement le risque d'infection massive. D'accord? Ça, c'est un élément important par rapport à votre question. Mais aussi, il faut avouer que lorsque la dynamique du virus a pris de l'ampleur, nous étions tous dans un processus d'apprentissage. On était déjà en train de suivre ce qui s'est passé en Chine. Notamment, par exemple, on savait qu'il fallait mettre un accent sur la prévention, qu'il fallait déjà commencer à travailler avec les populations, qu'il fallait informer, qu'on savait très bien que le confinement allait avoir un coût sur notamment les investissements, les transactions. Avec un pays comme la Chine, vous savez ce que représente la Chine dans les transactions commerciales pour un pays comme la RDC. Déjà que la Chine était mise en quarantaine, vous imaginez le reste. Surtout pour nous qui avons une économie totalement tournée vers l'exportation des matières premières et même l'importation de presque tout ce qui est produit fini. D'accord? Et donc ça, c'était important. Mais il faut quand même dire qu'on avait quand même déjà dévancé, notamment sur toutes ces questions de mise en quarantaine, toutes ces questions de fermeture de voies d'entrée pour permettre à ce que les dégâts ne puissent être très, très, très grands. Ça, c'est vraiment un deuxième point de ce que vous venez de mentionner. Mais le troisième point, je crois que le coronavirus ou la pandémie a trouvé un système de santé déjà fragile. Ce que j'étais en train de vous dire avant. En fait, notre système de santé est déjà assez fragile. On a un système de santé qui est très peu résilient. Ça veut dire qu'il n'est pas capable toujours de répondre à des chocs sanitaires. D'accord? Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, on n'a pas suffisamment d'hôpitaux équipés, on n'a pas suffisamment d'ambulances médicalisées pour évacuer les malades. On s'est trouvé dans une situation où, par exemple, certaines spécialités sont rares. La maladie faisait appel à des anesthésistes et animateurs que nous n'avons pas suffisamment dans ce pays. Et donc, toute la question, je pense qu'on abordera, d'investir beaucoup dans le système de santé. Ce n'est pas quand vous avez un tel choc que vous commencez maintenant à dire où sont les spécialistes, où sont les ambulances. Moi, je disais aux gens, écoutez, c'est aujourd'hui maintenant que les gens commencent à se poser la question où sont les laboratoires. C'est aujourd'hui que les gens ont commencé à chercher l'ambulance. C'est aujourd'hui où les gens se sont dit, mais où est-ce qu'on va se faire soigner? Avant, ce n'était pas une préoccupation. Parce que les gens pouvaient aller se faire soigner en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Donc, ça nous pousse déjà à réfléchir. Et si j'anticipe sur ça, c'est qu'en fait, nous devions commencer. Autant on investit aujourd'hui dans l'hôtellerie, on investit dans la musique, on investit dans la boisson, autant il faut investir dans la santé pour préserver le capital humain. C'est très important parce que demain, on peut avoir une crise similaire. Si nous n'avons pas mis l'argent dans l'offre de qualité au niveau hospitalier, ne rêvons pas demander des ambulances, ne rêvons pas trouver des médicaments dans les hôpitaux, dès lors que nous-mêmes, nous sommes très conscients que nous n'avons pas pris le temps d'investir dans nos hôpitaux. Donc, c'est quand même quelque part une responsabilité partagée. D'accord?
Et le dernier élément, par rapport aux 4 contours que je voulais développer, ce que vous comprenez, monsieur le journaliste, qu'en fait, nous étions vraiment dans une situation de santé, mais avec des répercussions multisectorielles. Ok? Moi, je l'ai toujours mentionné, quand vous lisez la définition de l'OMS de 1945, ces définitions disent ceci: la santé est un état de bien-être complet, physique, mental, ok, social, et qui ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire en fait, quand vous lisez ces définitions, ou de maladie, ça veut dire que tout simplement, l'OMS vous dit que pour arriver à donner une santé à la population, ne voyez pas seulement l'aspect physique, voyez l'aspect mental, l'aspect social. En fait, la santé fait appel à plusieurs secteurs. Ok, l'eau, l'habitat, n'est-ce pas, l'environnement, n'est-ce pas, tous ces secteurs concourent à la santé, l'éducation. Mais aujourd'hui, on voit encore un autre schéma, c'est qu'en fait, un problème de santé peut très vite impacter les autres secteurs. Autant les autres secteurs contribuent à la santé, autant un problème de santé peut toucher comme avec la Covid, là aujourd'hui. Exactement. C'est vous dire quoi? C'est vous dire en fait que la santé est un secteur de développement. La dépense en santé doit être aussi vue comme une dépense d'investissement. Quand vous investissez pour la santé de la population, quand vous dépensez pour que les enfants soient en bonne santé, pour que les gens soient en bonne santé, mais en fait vous investissez. Parce que ces gens-là vont produire. Parce que ces gens-là vont se protéger pour être rentables au développement. Okay? Et donc ça, c'est très important de comprendre. Il faudra qu'on voie aujourd'hui les dépenses en santé comme des investissements. Parce que si vous n'avez pas une population en bonne santé, il faut oublier tout ce que vous pouvez faire. Et c'est très important. Et je crois que la Covid-19 nous apprend l'importance de mettre au cœur la santé, au même titre d'ailleurs que l'éducation. Je crois qu'on en parlera. J'ai toujours mentionné que la santé et l'éducation doivent devenir des priorités pour ce pays. Et je suis heureux de voir que c'est dans ce sens finalement que nous commençons à aller avec les différentes parties prenantes au niveau national. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous vous prions avec beaucoup de respectabilité d'avoir en main vos blocs-notes et un stylo pour noter les propositions concrètes que le docteur Michel Mouvoudi va faire. Parce que les questions basiques ont été abordées, c'est quoi la Covid? Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un système de santé fort. Et avoir cette base de données des questions, cela remet en cause qu'il y a une insuffisance concernant l'investissement dans le secteur de la santé, car il est capital. Aujourd'hui, si notre économie a été frappée de plein fouet, c'est parce que la variable santé en tant qu'entité, en tant que secteur, n'a pas suffisamment été prise en compte en termes d'infrastructures de base, en termes de formation de qualité. Et aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, c'est à ce moment qu'on se posait la question, où est l'ambulance? Les laboratoires, on y allait seulement pour faire des tests, tests prénuptiaux qu'on vous a demandé pour vous marier. Donc, c'était difficile. L'innerbait, beaucoup de gens ne savaient même pas où se... Mais nous devons être une société intelligente, harmonisée, structurée. Docteur Michel, vous êtes aussi professeur, vous enseignez. J'enseigne, je ne suis pas encore professeur, je suis chef de travaux, je suis chercheur et je suis écrivain. Les téléspectateurs comprennent. Nous allons aller dans des propositions concrètes parce que là, maintenant, les téléspectateurs ont leur bloc-notes et chacun va faire des plaidoyers à son côté. Même le chef de l'État vous suit à cet instant. Est-il possible pour la RDC d'avoir un système de santé structuré? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est possible? Très possible, monsieur le journaliste. Alors, j'ai 20 ans d'expérience en santé publique dans ce pays. J'ai travaillé à tous les niveaux, pour votre information. J'ai travaillé au niveau opérationnel, médecin d'hôpitaux, médecin chef de zone et tout. J'ai travaillé au niveau provincial, j'ai travaillé au niveau central. Okay? Donc, je connais très bien la pyramide sanitaire. J'ai travaillé dans les organisations nationales de santé, j'ai travaillé dans les organisations internationales de la santé. D'accord? Je suis chercheur en santé, je suis enseignant, je dirige des mémoires, je suis maître de stage. J'ai pris mon temps de connaître le système de santé de la République démocratique du Congo. J'ai vu des projets venir, j'ai suivi les financements de la santé, je travaille notamment sur des questions de financement de la santé en lien avec la couverture sanitaire universelle. Alors, je vous réponds ici qu'il est possible d'avoir un système de santé renforcé
qui offre des soins de santé de qualité à la population en RDC. Pour 3 raisons. La première raison, on a eu ce système dans ce pays. Vers les années 70, les gens venaient de l'Afrique du Sud, de l'étranger, pour se faire soigner en RDC. On avait un bon système de santé bien structuré. Tel qu'il est là, il est bien structuré. D'accord? Le deuxième élément, c'est qu'en fait, nous devons déjà capitaliser et gérer correctement les ressources qu'on a aujourd'hui. Si vous suivez tous les plaidoyers qui sont faits dans ce pays, de par mon expérience, les gens vont dans le sens de dire « augmentons le financement dans le secteur de la santé ». Je suis d'accord. Mais lorsque vous ne savez pas gérer le peu que vous avez, lorsque vous ne savez pas correctement, avec efficience, coordonner les ressources actuelles que vous avez, même si on triple les investissements dans la santé, vous n'allez pas arriver à des efficiences. Le travail à faire, c'est qu'à tous les niveaux, qu'on mette en place des mécanismes d'efficience et de gestion rationnelle des ressources qu'on a aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, le budget de l'État alloué à la santé ne dépasse pas 5%. Mais la question, c'est est-ce que nous gérons déjà bien les 4% que nous avons du budget de l'État? Parce que si on va à 15 à 20 et que nous n'avons pas de mécanismes rationnels, oubliez les résultats en santé. D'accord? Pour moi, ça a toujours été mon appel. Depuis longtemps, d'ailleurs, je suis en train de publier un autre livre qui va sortir au mois de novembre, où je parle de ces questions-là. Comment arriver à renforcer la gestion actuelle de ressources pour renforcer le système de santé. Ça, c'est un élément important. Je suis d'accord qu'il faudra aussi augmenter les ressources dans la santé, parce qu'aujourd'hui, notre système de santé est peu financé. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, et sur lequel j'insiste, c'est qu'en fait, il faut que la santé soit une priorité pour les parce que nous sommes encore dans des pays où les mamans vont mourir lorsqu'ils vont donner vie. C'est pas normal. Moi, j'ai visité ce pays, monsieur le journaliste. Je peux te dire, monsieur Symphorien, j'ai visité 25 provinces sur 26. L'unique province où je n'ai jamais été, c'est le Bawele, à Bouta. Mais j'ai visité ce pays. Il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui vont mourir pour 2000 francs congolais. Il y a des gens dans ce pays qui ne peuvent pas se faire soigner pour 1000 francs congolais. Dans ce même pays, vous avez des gens qui peuvent très facilement vous faire une fête de 200, 300, 1000 dollars. Il y a telle inégalité, il y a telle injustice sociale que si justement nous ne mettons pas en place des mécanismes d'équité, de redistribution pour dire mais comment on assure que les soins de base soient accessibles à tous citoyens, nous n'allons pas y arriver. Toute la démarche vers la CSU, lorsqu'on parle de la couverture santé universelle, je l'ai toujours mentionné, ce n'est pas une décision la CSU. C'est toute une série de réformes qu'il faut déclencher pour justement arriver à faire en sorte que lorsque nous avons des ressources, nous les canalisons pour favoriser l'équité. Aujourd'hui, est-ce que la couverture santé universelle est-elle réaliste et réalisable? C'est réaliste et réalisable, mais à des conditions. Ce n'est pas une décision où vous levez, vous dites... Parce qu'il faut des préalables. Exactement. Parce que je prends le cas d'Ebola. Aujourd'hui, vous avez parlé là sur le plateau, 11e apparition. Est-ce que nous ne devons pas, en tant que virus, nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à la Covid-19? Parce que si déjà Ebola, elle réapparaît par ici, par là, tandis que dans d'autres pays africains, où le docteur Mouyembe est allé intervenir, on n'en parle plus. Mais ici en RDC, à un moment donné, on va vous dire 12e cas, 13e apparition. Est-ce que nous ne devons pas, à cette allure, nous dire, nous n'aurons pas des cas de réapparition de la Covid-19 Covid-19, ceci, pourquoi? Parce que ça devient une particularité de la RDC. Exactement. Alors, il y a deux points là-dessus. D'abord, le premier point, monsieur le journaliste, c'est qu'en fait, les maladies, hein, c'est la traduction d'un système très fragilisé. Lorsque vous voyez des gens mourir, lorsque vous voyez des épidémies entraîner... Parce qu'il n'y a pas que la santé, il y a l'environnement aussi de la personne. C'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'approche multisectorielle aux problèmes de santé. Ça veut dire que lorsque vous voulez construire une santé pour la population, il faut engager les autres secteurs qui vont avec. On les appelle les secteurs connexes. OK? Ça, c'est le premier élément. Mais non, quand vous voyez justement des traductions de ce genre, où une épidémie ravage avant qu'elle ne se termine, en fait, c'est tout simplement la traduction, encore une fois, de plus d'un système de santé fragile. D'où mon appel à travailler sur le renforcement du système de santé. Nous avons suffisamment de documents dans ce pays. On a travaillé depuis 2006 sur pas mal de stratégies où on a montré ce qu'il faut faire pour renforcer le système de santé à partir de 6 piliers de l'OMS. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, le vrai défi, c'est pas que l'Ebola apparaisse. Les maladies vont compter, même la Covid. Il y a des scientifiques qui vous disent on va vivre avec le virus. OK? Mais le problème, c'est
Nous vivons avec la maladie, mais nous nous protégeons contre cette maladie. Nous ne mourrons pas de cette maladie. Vous comprenez ça? La malaria, par exemple, c'est depuis Pharaon. Nous n'allons pas dire, dans un pays là où il y a la malaria, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est que mettons en place des mécanismes de lutte contre cette maladie, que cette maladie ne puisse pas impacter l'homme en tant que capital, mais aussi le système dans toutes ces variantes. Vous comprenez ça? C'est là justement qu'il faut travailler. Aujourd'hui, si on nous dit qu'on va vivre avec le coronavirus, tant mieux. D'accord? Moi, je n'aurais pas peur de vivre avec le coronavirus. Dès lors que nous connaissons les mesures de prévention, dès lors qu'on aura des chercheurs qui vont travailler sur une molécule thérapeutique, sur le vaccin, je crois qu'aujourd'hui, pourquoi la malaria ne fait pas peur? C'est parce que quand on est malade, on sait qu'on peut aller en pharmacie, on a un médicament. C'est parce qu'on peut avoir une moustiquaire. Dès lors qu'on a les outils de lutte, on peut avancer dessus. Vous comprenez? Donc, c'est encore une fois de plus l'appel que je lance depuis très longtemps, depuis 20 ans, en disant investissons dans la santé et faisons en sorte que nos réponses face aux maladies, nos réponses face aux phénomènes morbides soient des réponses efficaces. Et ces réponses vont être efficaces si justement nous investissons suffisamment dans le système de santé et si nous faisons du système de santé une priorité. Au-delà de cela, voir comment être rationnel dans la gestion du système de santé. Vous regardez la dépense en santé aujourd'hui, monsieur Symphorien, il y a toujours une démarcation et toujours une disparité entre les résultats en santé et les financements reçus. En tout cas, moi je travaille sur ça. Vous posez la question de savoir, mais quand on parle de millions de dollars dans les secteurs, quand on parle de millions de dollars dans le système, et vous regardez les couvertures vaccinales, vous regardez la mortalité maternelle, c'est le cas aussi avec la Covid-19, il y a eu beaucoup de financements. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre chaîne de transformation n'est pas encore rationnelle. Nous allouons pas de manière efficiente, nous mettons potentiellement là où le problème n'est pas plus grand, vous comprenez. Nous n'apprenons pas les gens à gérer à tous les niveaux correctement. Donc il y a un problème de management. Donc tout ça, il faut renforcer, vous comprenez. Lorsque le chef de l'État parle de la lutte contre la corruption, par exemple, mais en fait, vous avez là des modèles qu'il faut saisir pour arriver à faire en sorte que lorsqu'on injecte $1, mais c'est 99,9% qui touche la population, d'accord? On doit beaucoup travailler sur ça. Il ne suffit pas de crier à la télévision pour dire nous avons besoin de beaucoup d'argent, nous avons besoin de tripler le budget, de quadrupler le budget. Tant mieux, je suis d'accord avec ça. Mais nous avons aussi besoin de dire aux gens qu'est-ce que nous avons fait avec le $1 reçu. Et c'est ça le travail qu'il faut faire en mettant en place des structures de gestion, en travaillant sur la transparence. Je vais sortir un livre qui parle du contrat unique, notamment. C'est justement pour dire que ce soit de l'aide extérieure, que ce soit des financements domestiques, faisons en sorte que nous soyons efficients. Faisons en sorte que nous soyons rationnels. Avant de demander $1000, gérons correctement d'abord $100. Il y a une catégorie de la population qui pense qu'il faudrait de plus en plus ouvrir les investissements dans le secteur de la santé à plus des privés. Et ces privés-là venant de l'Occident, d'autres communautés. Oui, pour renforcer. Est-ce que c'est peut-être là la solution pour renforcer le secteur de la santé, pour développer notre système de santé? Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a plusieurs centres hospitaliers qui ont été investis par les expatriés ici en République démocratique du Congo. Alors, monsieur Sympho, je vous informe déjà ici que le partenariat public-privé, le PPP, est une option stratégique au sein du ministère de la Santé. Depuis longtemps, on invite justement le privé à travailler avec le public dans le secteur de la santé. C'est connu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se fait, vous avez tendance à comprendre qu'en fait, il y a une compétition entre les acteurs privés et les acteurs publics. Ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, prenez des provinces comme le Lualaba, prenez des provinces par exemple comme le Haut-Katanga, vous voyez ce que les privés apportent comme investissement. Par exemple, pour les respirateurs, la plupart on est allé chercher chez les privés. Exactement. Allez même au-delà. Même les ambulances. Allez même au-delà. Le rôle que jouent les églises dans ce pays en termes d'offres et de services. Regardez, prenez la carte sanitaire, vous allez vous rendre compte que plus de la moitié des structures de santé appartiennent par exemple aux confessions religieuses dans ce pays. Vous comprenez? Donc, l'option de travailler sur un modèle de partenariat public-privé est une option stratégique qu'il faut encourager. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a conduit une étude pour essayer d'évaluer l'apport du secteur privé dans le système de santé. On est tombé sur une conclusion selon laquelle il faut travailler avec le secteur privé. Il ne faut pas les exclure.
n'est-ce pas? Si nous voulons augmenter la couverture des services, si nous voulons augmenter l'offre de services, il faut intégrer les privés. Alors, toute la question reste la régulation. Lorsque vous travaillez avec le secteur privé, il faut réguler le système. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait une définition des protocoles de prise en charge. Il faut qu'il y ait tout un débat autour des prix. Dans cette ville, par exemple, de Kinshasa, vous avez des hôpitaux qui font une césarienne à $300, mais vous avez des hôpitaux qui font la même césarienne à $4000. Vous voyez que tout ça, ça demande que l'État puisse réguler justement l'offre de services pour permettre à ce que même les soins qui sont offerts par le privé, que les gens y accèdent. D'où l'intérêt de travailler sur ces réformes. Mais eux disent qu'il y a un problème de coût d'investissement. Donc, cette prestation-là est tributaire à l'investissement. C'est là justement qu'il faut discuter sur les facilitations, par exemple. Si l'investissement du privé est frappé par des taxes, par la douane, mais l'État peut justement faciliter certaines importations en disant ici il s'agit d'un bien d'utilité publique, nous pouvons alléger. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en fait, les soins ont un coût. Quand on dit gratuité, en réalité, la gratuité, c'est par rapport à la demande. Mais pour produire un service, vous engagez des ressources. Vous comprenez? C'est là qu'il faut définir, par exemple, des subventions. On peut dire, sur cette qualité-là, on a besoin de $4000, mais on sait très bien que la population congolaise ne peut pas payer $4000. Dans quelle mesure on peut faire des financements fléchés? Dans quelle mesure on peut faire des taxes fléchées sur la santé? Et permettre à ce que, justement, le trois quarts soit supporté par les financements que nous avons, qui circulent. C'est possible, il y a des pays qui ont montré des très 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 bons exemples là-dessus. Mais retenez, M. Sinfo, que nous devons travailler dans un partenariat public-privé si nous voulons augmenter l'offre des services de santé de qualité pour notre population. Docteur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Il y a un constat. Les non-malades Covid-19 ne veulent plus aller souvent à l'hôpital. Ils sentent qu'ils sont en insécurité. Donc, on remarque une baisse drastique de la fréquentation. Ils se disent non. Exactement. Potentiellement, oui. Et surtout les structures de santé qui ont pris en charge les Covid-19. Exactement. Quel est le message que vous pouvez... Et alors, comment expliquer cela? Je commence par l'explication et je vous donne la recommandation. L'explication est claire. Les hôpitaux qui prenaient en charge les malades de la Covid-19 comprenaient la perception de la population, c'est je vais là-bas, il y a la maladie, je peux me faire contaminer. Et c'est vrai, si vous ne mettez pas dans ces hôpitaux ce qu'on appelle des mécanismes de prévention contre les infections, on appelle ça la PCI, vous risquerez justement de créer des milieux favorables à la contamination au sein des hôpitaux. C'est clair, il y a eu du personnel de santé, par exemple, infecté. Vous avez appris qu'il y a du personnel de santé infecté et même d'autres sont décédés. Ça veut dire qu'en fait, les hôpitaux n'offraient pas la sécurité maximale pour pouvoir à la fois protéger le personnel de santé, mais aussi la population. Ça, c'est vrai. Et il y a tout un pilier dans la riposte qui devrait s'occuper de ce qu'on appelle la prévention et contrôle des infections, principalement en milieu hospitalier, pour éviter que les gens ne s'infectent. Donc, cette crainte de la population est fondée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est très important. Maintenant, deuxièmement, il faut arriver à se dire, il n'y avait pas que la Covid qui tuait. La malaria continue à tuer, la diarrhée continue à tuer, d'autres infections respiratoires continuent à tuer. Mais si on a mis un accent sur la Covid, c'est parce que justement, au vu de sa, si vous voulez bien, de sa particularité, son impact sur les économies, on ne savait pas comment s'y prendre. Il fallait très vite mettre un focus sur ça. Mais la recommandation était que n'oublions pas d'autres pathologies. C'est comme ça que tous les hôpitaux, toutes les structures de santé qui se sont lancées dans la prise en charge, il a fallu définir deux parcours du malade. Le parcours des malades qui viennent justement pour se faire soigner contre la Covid, qui n'est pas à croiser avec le parcours des malades qui viennent pour d'autres pathologies. Tout à fait. Une maman qui vient pour la CPN, qui vient pour amener son enfant à la vaccination, elle ne doit pas passer par le même parcours que quelqu'un qui vient en train de tousser et qui est taxé de suspect à la Covid. Vous comprenez? Toute une organisation qu'il fallait mettre en place. D'accord? Ça, c'est l'explication. La recommandation aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, saluer les efforts qui ont été faits, monsieur Symphorien. Il faut avouer qu'au-delà des difficultés, nous avons quand même fait des efforts qui montrent des résultats. On a aujourd'hui une déplétion du nombre de cas, on a des cas qui guérissent. Le message à donner à la population, c'est qu'il faudra fréquenter les structures de santé, d'accord? Et que de plus en plus, on voit qu'il y a des efforts qui commencent à payer. Mais tout en restant vigilant et en travaillant avec les prestataires des soins sur ces systèmes de prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier.
Parce que n'oublions pas, nous devons continuer à lutter contre les autres problèmes de santé qui entraînent... Parce qu'on remarque qu'il y a un relâchement, par exemple, lutte contre le cancer, lutte contre le VIH. C'est très mauvais. En tant que médecin santé publique, j'ai eu à dénoncer ça. Nous ne devons pas oublier que pendant ce temps, on peut enregistrer des morts dus à d'autres problèmes de santé. On a aussi les diabétiques. Exactement, les hypertendus, les diabétiques. Prenez même la malaria ici déjà. Vous avez des cas et des cas. Bientôt, nous commençons la saison pluvieuse. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de cas de malaria. Comme là, malaria, il n'y a plus ainsi de suite. À cause de manque de financement, il n'y a plus ce qu'on appelait moustiquaires imprégnés qu'on donnait gratuitement. Ça va venir. Ça, c'est tout un programme. Vous comprenez que dans un système de confinement, les transactions étaient limitées, les déplacements étaient carrément réduits. Les partenaires aussi avaient orienté leur financement sur cette priorité. Mais je pense que ça va reprendre. Mais tout ce que je voudrais dire ici, et c'est l'occasion pour moi de dresser un message aux responsables de santé, c'est qu'en fait, gardons l'œil sur les autres problèmes de santé qui entraînent la mort. D'accord? Il y a déjà des efforts encourageants qui montrent des résultats satisfaisants, mais on doit continuer à rester vigilant et à maintenir ces efforts par rapport à la lutte contre la Covid-19. Mais n'oublions pas qu'il faut continuer à vacciner, n'oublions pas qu'il faut continuer à lutter contre la malaria, ainsi de suite. Donc, parce que, in fine, la mort reste la mort. Que vous soyez décédé de Covid, de choléra, de malaria, c'est la mort. D'accord? Donc, n'augmentons pas la mort d'autres problèmes de santé parce que tout simplement, nous nous sommes retournés à 100% que sur la Covid-19. Et tout ça, c'est encore une fois de plus une question d'organisation du système de santé. Et ça demande qu'on y travaille collectivement, y compris avec le secteur privé. Docteur, ce que nous aimons, même les téléspectateurs l'ont reconnu, cette facilité que vous avez à faire comprendre le problème. Vous l'expliquez dans des termes simples. La communication est fluide. Mais nous constatons de plus en plus en RDC, c'est qu'ils ne doivent pas parler des maladies, de la lutte contre la Covid-19. Ce sont eux qui sont le premier, on a remarqué. Et surtout quand on parle de cette lutte qui est multisectorielle, tout le monde veut dire quelque chose. La communication préventive, comment elle doit être faite et comment les téléspectateurs, les Congolais doivent le recevoir. Parce que c'est important. Alors, j'ai abordé la question dans le livre. Je vous recommanderais de diffuser et je recommanderais à la population de la voir et de lire. Je pense qu'il faudra à un moment donné réguler l'information dans ce pays. Ok? C'est vrai que les Congolais ont eu cette habitude de prendre de la place sous les médias, d'écrire ce qui se passe. Et surtout les non-mainstream en train de parler, oui. Et voilà, quelqu'un passe à la télévision, il dit, écoutez, moi je vous dis que la maladie n'existe pas. Quelqu'un passe, il vous dit, non, je vous dis que ça ne tue pas les Noirs. Quelqu'un passe, il vous dit, mais vous savez, si vous prenez telle chose, vous allez être guéri. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a une maman qui avait perdu ses enfants. Parce qu'on lui a dit que non, prenez tel médicament, mettez sur les enfants. Et on a perdu comme ça 3 enfants. J'avais appris une histoire de ce genre. Je crois, et ça c'est une recommandation, première chose, je crois qu'il faudra professionnaliser un peu les médias en RDC sur certaines questions spécifiques, notamment les questions de santé. Par exemple, lorsque vous avez une telle maladie, prenez le temps déjà de former les journalistes. Vous ne devez pas laisser quelqu'un venir et tout d'un coup commencer à déclarer un certain nombre de choses. Vous devez vous rassurer déjà, vous à votre niveau, que non, attention, ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai. Donc quelque part, il faut filtrer l'information. On a vu des actions être prises parce que quelqu'un a insulté une autorité, parce que quelqu'un a insulté un chef de ceci ou de cela. On a fermé la télévision, on a demandé que ça ne soit pas diffusé. Mais de la même manière aussi, parfois, il faut censurer certaines informations clés lorsqu'on est en train de propager des informations qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Il faut réguler, j'en parle. Je parle de la régulation de l'information. Ça, c'est le premier élément. Couplé à la formation. Parce que je suis convaincu que les médias nous ont aidés. Il y a des médias qui nous ont aidés. Il y a des radios, des télévisions qui ont fait un travail excellent. Okay? Qui ont propagé, qui ont diffusé la bonne information. Mais il y a d'autres aussi qui ont laissé la population être détruite en faisant passer du n'importe quoi. Il y a des gens qui ont travaillé dans ce sens pour vraiment détruire la population en termes d'information. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, M. Symphorien, je l'ai mentionné encore dans le livre. Nous avons une population à prédominance rurale. Je ne veux même pas aller loin. À Kinshasa, vous avez une plus grande partie de la population qui n'a même pas accès à la télévision, qui n'a même pas accès à la radio. Les gens sont dans des situations où ils n'ont même pas le courant. Vous voulez communiquer à 100%, à 90% dans les médias, dans les réseaux sociaux. Combien de Congolais ont un téléphone Android pour télécharger WhatsApp et même se connecter pour lire sur Facebook? Vous comprenez? La majorité des gens
qui ont résisté, c'est des gens qui sont loin, dans les fins fonds de la ville, du pays, qui n'ont pas tout ça. Donc, c'est comme ça que vous voyez le dernier développement poussé sur le développement d'une communication de proximité, communautaire. Aller vers les gens, leur dire, voilà comment les choses se passent. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important. C'est très important aussi d'informer, de former certains leaders d'opinion, certaines personnes qui ont l'oreille de la population sur ce qu'il faut dire. Et ce livre vient répondre à cette question en disant, monsieur, vous êtes pasteur, monsieur, vous êtes chef d'équipe, monsieur, vous êtes chef de parti politique, vous êtes chef d'armée, voilà les choses qu'il faut dire. Parce qu'après, ces gens, à leur tour, vont le répéter. Vous voyez? Donc, c'est toute une réforme que moi, j'invite. Ok? Je voudrais vraiment que, pour des questions de santé, qu'on ait des spécialistes sur des questions, vous comprenez, de santé publique. Ça veut dire des journalistes formés qui peuvent même censurer en disant, mais cette information peut passer et l'État doit y veiller. Parce que lorsque quelqu'un se permet de passer à la télévision, de dire comme ça que non, je vous dis que cette maladie n'existe pas. Mais la conséquence dans la population, c'est parfois des gens qui prennent à la légère cette maladie et qui meurent. Lorsque vous passez à la télévision, vous dites non, prenez ce médicament, faites ceci, vous allez être guéri. Quelqu'un utilise la recette, perd des enfants. Mais vous êtes co-responsable. Vous comprenez ça? Donc, si on n'agit pas sur cette responsabilité en termes de messages que nous passons, mais les gens vont continuer à faire ce qu'ils font dans d'autres secteurs. Le secteur de la santé reste quand même un secteur sensible et je crois que nous avons tout intérêt à réguler l'information, mais aussi à faire en sorte que lorsque des phénomènes comme ça arrivent, la première chose qu'il faut faire, informer la population, former ceux qui peuvent apporter le bon message, et c'est comme ça que vous pouvez obtenir l'engagement de la population et l'engagement communautaire, sans lequel nous n'avons pas de résultats. Docteur, là on va un peu sortir de la médecine. Les temps sont durs pour tout le monde à cause de la Covid. Ouais. Quelle est la place de la solidarité dans cet instant précis? Alors, la place de la solidarité, elle est entière. Ok? Déjà, pour lutter contre cette pandémie, vous avez vu déjà au niveau mondial, il a fallu justement que les pays se mettent autour d'une table pour pouvoir réfléchir premièrement sur les modèles de lutte. Vous avez vu plusieurs fois des vidéoconférences entre les chefs d'État, vous avez vu plusieurs fois des vidéoconférences entre les ministres de la Santé, pour déjà se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que nous faisons chez nous, comment nous pouvons échanger sur les expériences. Donc, qu'on le veuille ou pas, devant une telle situation, on est obligé de conjuguer les efforts. Ça, c'est le premier élément. Okay? Le deuxième élément sur cette solidarité-là, c'est en fait, vous avez une planète où vous avez des disparités énormes. Vous avez des pays riches, vous avez des pays pauvres, vous avez des pays qui sont à revenus intermédiaires, comme on les appelle. Et donc, quelque part, il fallait soutenir certains pays à ne pas être des réservoirs ou être des déclencheurs de la propagation. Donc, comme ça que, justement, certains pays ont reçu des moyens à travers l'aide de développement pour dire, écoutez, achetez les masques, faites ceci, faites cela. Ça, c'est un élément important. Mais la plus grande solidarité, Monsieur Symphorien, déjà, c'est la solidarité entre les hommes. Moi, j'ai vu dans ce pays ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vous dit qu'une personne est touchée par la maladie, certains pouvaient utiliser cet élément-là pour pouvoir rigoler et blaguer. En lieu et place d'apporter du soutien psychologique à la personne. Moi, je voyais dans les réseaux sociaux, lorsqu'on vous dit que telle personne est malade, ben voilà, c'est un sujet de rigolade, c'est un sujet même de moquerie. J'ai donné cet exemple l'autre fois à l'RTNC. Imaginez-vous tel que vous êtes là, on vous montre la photo de votre papa ou de votre maman en disant, voilà, elle a le Covid. Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que la variante psychologique est très importante. La solidarité doit déjà commencer par cette habitude, ce changement de mentalité qui pousse quelqu'un à l'altruisme. J'apprends que quelqu'un est malade, ce que je peux faire, c'est lui apporter le courage, se dédier, ce qui lui arrive peut m'arriver aussi. Vous comprenez? Et ça, je n'ai pas vu beaucoup dans la population. Et je me suis dit, si justement il y a un chantier sur lequel on doit travailler en santé en RDC, c'est déjà pousser les gens à cette solidarité, si vous voulez bien, humaine. Ça veut dire, nous compatissons, nous nous projetons, nous nous dévoluons dans l'autre en disant, il souffre, comment nous pouvons lui apporter notre soutien. Le sens de la solidarité, ce n'est que ça. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui se moque de son voisin malade aller lui donner de l'argent pour acheter les médicaments. Je ne vois pas ça. Donc, il y a toutes ces valeurs qu'il faut remettre, y compris la solidarité, pour moi, qui commence déjà par le comportement humain et qui va au-delà justement de l'homme en touchant les systèmes, en touchant les pays et en faisant en sorte qu'aujourd'hui, un pays frappé a des répercussions sur les autres parce que quelque part, nous sommes interdépendants. Docteur, c'est déjà la fin. On ne voit pas le temps passer quand on vous reçoit.
c'est vrai que votre agenda est serré, mais quand c'est possible, nous pouvons vous faire appel pour échanger. En 1 minute, qu'est-ce que nous pouvons retenir Alors, de notre je pourrais juste conseiller aux téléspectateurs de pouvoir acquérir le livre. Je le dis, le livre coûte 15 $. Le livre est traduit dans les 4 langues nationales. Les téléspectateurs peuvent vous contacter Kin24 et avoir toutes les informations sur son acquisition. Et je fais mon plaidoyer pour que ce livre soit lu et que ce livre soit utilisé comme support didactique sur l'ensemble du pays. Et donc j'invite toutes les personnes, ONG, gouvernements, qui pourraient apporter un appui pour que ce livre soit disséminé, que cela se fasse. Parce qu'in fine, on a besoin que la population puisse avoir la bonne information, surtout avec la reprise de l'école, la reprise académique, parce qu'il faudra justement expliquer à nos enfants ce qui s'est passé, expliquer aux étudiants ce qui s'est passé pour justement perpétrer l'information potable en vue de continuer la lutte contre la propagation du coronavirus en RDC. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30. Rattrapez-vous sur toutes les plateformes de rediffusion de notre magazine Deadline. Nous avons reçu pour vous le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC. La bonne information permet d'éviter certains problèmes. Docteur, un grand merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.